Jean Thollet, bonsoir et Bonsoir. bienvenue dans Variant les éditions en live. Écoutez, on est tous ravis que vous ayez accepté cette invitation. Euh, alors, pour commencer, peut-être parlons-nous de Betty Mialet et de Bernard Barrault. Qu'est-ce qui vous lie précisément à eux et pourquoi avoir accepté d'être le premier romancier à ouvrir cette maison d'édition? Parce que ce sont mes éditeurs depuis une trentaine d'années. Et puis, que quand il y a une trentaine d'années, mes livres ne marchaient pas très, très bien et tout. Et puis, Betty et Bernard se comportaient particulièrement bien avec moi et tout. Et souvent, je dis que mes éditeurs, moi, je les aime d'amour. Et quand ils ont eu cette idée de quitter Julia pour monter leur propre maison d'édition, et puis qui m'ont demandé si j'acceptais de les suivre, et ben, j'ai naturellement répondu oui. Voilà. Alors, parlons de Crénon Baudelaire. Vous vous attaquez une fois de plus à un poète. Pourquoi avoir choisi Baudelaire cette fois-ci? Euh, en fait, par hasard, comme toujours pour mes livres, tout arrive toujours par hasard. Moi, depuis le premier roman que j'ai écrit, Rainbow pour un beau, en 1990, quand les journalistes me disaient est-ce que vous allez écrire d'autres livres sur des poètes, je disais j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'écrirai rien sur Baudelaire. Alors on me demandait pourquoi, et je disais parce que c'est un type vraiment trop misogyne et, euh, et puis trop désagréable. Autant Les Fleurs du Mal, c'est génial, que le mec, je l'aime pas. Et pendant 30 ans, j'ai passé mon temps à dire ça dans toutes les interviews, en disant que moi, pour raconter la vie de quelqu'un, passer 1 an et demi ou 2 ans à raconter sa vie, j'avais besoin d'aimer la personne dont je racontais l'histoire, comme le Montespan, par exemple, dont j'aurais adoré être le copain et tout ça. Et puis, dans une émission de Nagui sur France Inter, il y a une journaliste qui s'appelle Leïla Kadou, Kadour, Leïla Kadour, qui à un moment je lui dis encore que, en tout cas, j'écrirai jamais rien sur Baudelaire. Et elle me demande pourquoi. J'ai dit parce que, toujours pareil, désagréable, trop misogyne et tout. Et j'en dirais que du mal. Et elle m'a dit, ah, ça pourrait être un angle. Et puis après l'émission, j'avais ça en tête. Et ça m'est jamais sorti de la tête. Je me suis dit, mais après tout, c'est pas bête ça. Et je me suis mis à lire des biographies. Et puis je me suis aperçu, ce que je ne savais pas, c'est que la vie de Baudelaire est particulièrement romanesque. Et du coup, je me suis lancé dans cette histoire comme ça. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de démythifier le mythe Baudelaire? De démythifier, c'est ça. Oui. Ben, je m'en fous complètement de ça. Parce que c'est sa vie que je raconte et ça s'est vraiment passé comme ça. Et ça retire rien aux qualités incroyables du poète. C'est Je une dis blague souvent ton que idée, Mathieu, quoi. si je lis des trucs bizarres, mais bon. Si je me. Je sais plus ce que je voulais dire. Par Euh, rapport au mythe. ah oui, 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 que s'il y a un recueil de poésie, un seul recueil de poésie à lire, c'est évidemment Les Fleurs du Mal, parce que c'est extraordinaire. Et puis, en fait, en écrivant La vie de Baudelaire, je me suis aperçu à quel point donc, il était odieux, mais qu'à force, on pouvait avoir de l'empathie pour lui, de la compassion et même presque l'aimer alors qu'il n'a vraiment rien fait pour ça, parce que c'était un type qui aimait beaucoup être détesté. Et c'est très curieux ça, mais il disait, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'univers entier contre moi. Je vois là une consolation je vois là, ouais, c'est ça, quelque chose qui me consolerait de tout. Et c'était vraiment un drôle de mec et beaucoup plus trouble que je pensais, et beaucoup plus ambigu. Et je me suis dit, je vais y aller. Sandra?
Oui, bonsoir Jean. Euh, Bonsoir. Ravi de vous recevoir dans VVL. J'avais une question justement par rapport à l'aspect biographique de Baudelaire. J'étais quand même assez surprise de toute la précision que l'on pouvait trouver dans le roman. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu vos sources justement de recherche pour en savoir tant finalement sur lui? Ben, à la toute fin du livre, à la page des remerciements, il y a la liste de tous les livres que j'ai lus et qui m'ont servi, parce que j'en ai lu d'autres qui ne m'ont pas servi, mais il y a des grands biographes comme, je crois que son prénom c'est Marie-Christine Nata, qui a fait une biographie de 900 pages chez Perrin. Et il y a Claude Pichois et puis un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, Les qu'on Jean a fait une Auviglaire. chez voilà, qu'on a fait une chez Julliard. Et puis j'ai voulu lire aussi celle qui avait fait le grand copain de Baudelaire, un type qui s'appelait Charles Asselineau. J'ai voulu lire ce qu'a écrit le Baudelaire aussi, qui a écrit Théophile Gautier sur lui, Nadar et tous ses copains. Et j'ai essayé de lire à peu près tout ce que je pouvais de biographies sur Baudelaire, de témoignages de gens qui ont raconté des scènes et tout. Et je me suis aperçu aussi que les biographes, souvent, ne veulent pas raconter les choses choquantes. Par exemple, je crois que c'est Claude Pichois qui, à un moment, dit ce n'est pas ici qu'on parlera de cette fameuse affaire du crénon de Baudelaire et tout, parce que ça dévalorise le poète et tout. Et moi, je me suis dit, mais comment je vais m'en servir de cette histoire du créneau qui est quand même vraiment marrante et tout. Et je crois que Marie-Christine Nathan n'en dit même pas un mot de ça. Et sur tous les trucs choquants, la plupart des biographes s'en débarrassent en une demi-ligne. Moi, je vais aller là-dedans. Je m'étais dit. C'est comme quand j'avais écrit Héloïse Houille. Tous les biographes racontaient comment Héloïse avait rencontré Abélard. Et après, ils mettaient tous. Et ils vécurent une année et demie d'amour torride physique. Point. Pof. Et après, ils racontaient la suite, comment ça s'est passé. Et moi, j'ai commencé à une ligne pour raconter un an et demi d'amour torride physique. Et moi, j'en ai fait 150 pages et voilà. Et, et, et moi, j'avais envie de le bousculer, Baudelaire. Je peux évidemment pas savoir ce qu'il penserait de mon livre. Et il en dirait forcément du mal. Il disait du mal de tout le monde. Donc, il n'y aurait pas eu de raison que j'y échappe. Mais je pense, j'espère, et peut-être que je me trompe, que il aurait été plus intéressé par mon créneau Baudelaire que par d'autres livres. Et puis, il y a eu des quantités de livres écrits sur Baudelaire, mais très souvent par des intellos qui analysent l'œuvre de Baudelaire. Baudelaire a dit ceci, Baudelaire a dit cela, comme si c'était parole d'évangile. Sauf que Baudelaire a aussi écrit d'énormes conneries, notamment misogynes. Et j'avais raconté ça la semaine dernière dans la grande librairie, mais il y a un alexandrin de Baudelaire qui dit, et l'alexandrin est parfait, de la nécessité, six pieds, voilà, un hémistiche, césure, de battre les femmes. Bon, l'alexandrin est impeccable, mais ce qu'il raconte, c'est quand même hallucinant, de la nécessité de battre les femmes. Et donc, ce n'est pas parole d'évangile, Baudelaire, on peut rentrer dedans et tout, ce qui n'empêche pas de l'aimer, évidemment. Ouais. C'est ça qui fait votre force, justement, Jean Telet, dans tous vos livres, c'est que vous n'hésitez pas à aller triturer un peu là où ça fait mal. Bah ouais. Par rapport à ces biographes, est-ce que dans vos recherches, vous avez vu des contradictions qui auraient été Oh, plein. assez...
C'est ça qui est étonnant et qui, moi, me donne de la liberté pour en écrire un roman, parce que ce livre n'est pas une biographie, c'est un roman. Quand je raconte les scènes de, je sais pas quoi, d'amour entre Jeanne Duval et Baudelaire, comment ils sont dans le lit et tout, évidemment que j'y étais pas, que personne n'y était, puis que les biographes peuvent pas en parler. Un biographe, tout doit être prouvé, etc. Et donc, c'est là où le romancier rentre et ça donne plus de liberté. Mais ce qui me donne aussi plus de liberté, c'est que tous les biographes se contredisent. Et ça, c'est ça qui m'étonne. Il y en a qui disent ceci, d'autres qui disent cela et tout. Et moi, avec toute cette matière, j'en fais un roman. Benoît? Oui, bonsoir Jean. Je vais modifier ma question du coup parce qu'avec toutes les discussions, vous avez déjà répondu à pas mal de choses. En fait, je vais synthétiser tout ce que vous venez de dire. Vous ne vouliez pas écrire sur Baudelaire, vous avez énormément lu sur lui et au final, vous avez pris énormément de plaisir à écrire ce livre. Exactement, ouais, exactement. Et je me suis fait avoir parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, je m'y attachais à ce bonhomme. Comme Baudelaire a eu très peu d'amis, mais quand même des gens comme Courbet, Manet, Nadar, qui l'aimaient malgré tous ses énormes défauts. Et, euh, et moi, je me suis fait avoir à l'aimer, ce type qui était aussi brutal avec tout le monde, qui n'aimait personne, mais qui ne s'aimait pas lui-même. C'est quand même un type qui a dit, si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. Quelle déception de lui-même il avait aussi. D'ailleurs, il disait, mécontent de tous et mécontent de moi. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Parce qu'on entend souvent, moi, vous tous avez dû rencontrer des gens comme ça on entend souvent, ah ouais, mais les gens sont cons, les gens sont comme ça. Genre, les gens sont cons, il n'y a que moi qui ai raison. Tandis que Baudelaire, il s'aimait aussi peu qu'il aimait les autres. Léna? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Vous avez quelque peu répondu à ma question. Ma question, c'était est-ce que vous avez changé finalement de vision sur Baudelaire? Donc, on comprend que finalement, vous vous y êtes un petit peu attaché. Donc, d'une façon peut-être un peu plus globale, est-ce que vous avez changé de point de vue sur lui en écrivant ce roman-là? Est-ce que vous pourriez l'aimer maintenant? Eh bien oui, oui, oui. Et maintenant, je me dis que j'aimerais bien le rencontrer. J'aurais bien aimé le rencontrer. Il aurait très certainement été infect avec moi. Il aurait essayé de me piquer du fric comme il l'a fait avec tout le monde, notamment avec son éditeur, qui était quand même un éditeur exceptionnel. Il est tombé sur Poulet-Malassis, qui est son vrai nom, hein, c'est incroyable, et que lui a véritablement toujours appelé Coco Malperché. Et c'était Poulet-Malassis était en fait un imprimeur avec son beau-frère, un imprimeur d'Alençon et tout, qui ont décidé de monter une petite maison d'édition à Paris. Et c'est le seul type qui a accepté de publier Les Fleurs du Mal et qui s'est complètement entiché de Baudelaire qui a abusé de lui continuellement. Il lui a piqué des sous, mais sans arrêt. Il lui faisait escompter des sommes énormes où c'est l'éditeur qui devait rembourser l'argent et il a ruiné son éditeur, mais carrément ruiné. D'ailleurs, son éditeur a été condamné pour faillite à 2000 francs d'amende, et à l'époque c'était une très grosse somme, et 1 an de prison. Et pendant que Poulet-Malassis était en prison parce qu'il s'était ruiné à cause de Baudelaire. Baudelaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu les droits des Fleurs du Mal à Hetzel, qui était l'éditeur de Jules Verne,
c'est quand même un truc purement dégueulasse. Et ses copains, dont Asselineau, lui disaient, mais enfin, quand même, c'est le seul type qui aurait accepté de te publier. Il s'est saigné à blanc pour toi et tout. Il se retrouve en prison pour 1 an à cause de toi. Et tu lui fais ce coup-là. Et là, Baudelaire avait dit une phrase que je trouve très belle, quand même un peu embarrassé. Il a dit, ce matin, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer au-dessus de moi l'aile de l'imbécilité. Et c'est dans des réactions comme ça qu'il est très touchant, ce Baudelaire. Il y a aussi un truc qui m'a touché. Je suis allé sur sa tombe au cimetière Montparnasse, où c'est un caveau familial, où il y a ceux qui sont morts dans l'ordre, son beau-père qu'il haïssait. Baudelaire détestait son beau-père. Et après, ça a été Baudelaire qui est mort, et puis la mère de Baudelaire. Il y a 10 lignes sur Jacques Opic, le beau-père, avec tous ses faits d'armes et tout. Pour Baudelaire, il y a juste écrit son beau-fils, mort le truc, 2 lignes, et sur sa mère, il y a aussi 8 lignes. Il n'y a même pas écrit nulle part qu'il était poète, Baudelaire. Et ça, encore que Badon, il s'en fout, il est mort, mais moi, ça m'a touché. Et quand j'y suis allé après avoir écrit le livre. Je suis allé chez un fleuriste à côté du cimetière acheter un bouquet, et j'ai acheté un bouquet de chardon parce que je trouve que ça lui allait très très bien. Et puis il y a une bêtise que j'aimerais bien faire, c'est que Baudelaire avait prévu son épitaphe. Et alors pour bien comprendre l'épitaphe, il faut savoir que un des mots que vous allez entendre, le mot gaupe, G-A-U-P-E, à l'époque, ça voulait dire salope. Et l'épitaphe de Baudelaire, c'est « Si j'y qui, pour avoir par trop aimé les gaupes, descendit jeune encore au royaume des taupes. » Et quand les copains de Baudelaire ont demandé à sa mère, il avait écrit son épitaphe, est-ce qu'on l'a fait graver sur une plaque de marbre avec les lettres dorées et tout? Et la mère a dit, mais c'est quoi cette épitaphe? Et quand ils ont entendu ce que je viens de vous dire, elle a dit, mais vous plaisantez, mais bien sûr que non et tout. Mon mari, donc le beau-père, on va en faire des cabrioles dans le caveau et tout. Et moi, j'aimerais bien. Et je ne sais pas si j'aurais le culot de le faire ou pas, mais c'est aller chez un marbrier, acheter une plaque de marbre et faire graver ça, après tout, et la poser sur la tombe de Baudelaire. Je ne sais même pas si c'est tellement autorisé, mais en même temps, ce n'est pas la famille de Baudelaire qui va m'emmerder, vu qu'il n'y a personne. Et puis, c'est ce qu'il voulait mettre sur sa tombe. Donc, peut-être que je ferai ça, puis j'irai voir combien de temps elle reste la plaque de marbre. Et puis, si quelqu'un le fait à ma place, ça m'arrange. Voilà. Alors, c'est illégal, c'est sûr, mais on vous encourage à le faire. Et pourquoi c'est illégal? Et je pense que sur le caveau familial, enfin, tout dépend de la façon dont vous le mettez, mais à mon sens… Une petite plaque posée, et puis signé Charles Baudelaire. Et après tout, il n'y a pas que la mère et le beau-père, il y a aussi Baudelaire. Et lui, c'est ce il voulait. Il l'avait écrit. Tu peux bien mettre des fleurs, tu peux bien mettre une plaque. Hein. Personne. Voilà, mais exactement. Regrets éternels, machin. Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, au cimetière Montparnasse, il y a un truc rigolo, parce que moi, je n'y étais jamais allé, j'y suis promené. Et à un moment, j'ai vu la tombe de Gainsbourg. Et la tombe de Gainsbourg, elle est rigolote parce qu'elle est recouverte de tickets de métro, avec des petits cailloux dessus, comme lui avait chanté « Je suis le poinçonneur des lilas » et tout. Et quand j'étais allé au Québec, dans la ville de Québec, et j'espère que je ne me trompe pas de nom pour le chanteur, je crois que c'est Félix Leclerc qui avait dû écrire une chanson « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé », un truc comme ça. Et j'étais allé sur sa tombe, et sa tombe est recouverte de chaussures. Donc je me dis, moi, je peux bien mettre l'épitaphe prévue par Baudelaire quand même. Oui, non, je pensais que vous vouliez incruster ça sur la tombe. Non, posez la plaque et puis si quelqu'un, je sais pas quoi, à la direction du cimetière, ils sont pas d'accord, bon, ils la retirent, mais
Mais après tout, enfin, il aurait la tombe qu'il voulait, Baudelaire. Et puis aussi, à sa mort, il y a un de ses amis qui avait proposé à la mère de lancer une souscription pour faire ériger une statue qui représente Baudelaire. Et la mère avait dit, mais vous plaisantez, mon raté de fils n'est pas un exemple pour la jeunesse, il n'est donc pas question qu'il ait une statue. La mère était spéciale quand même. Et alors voilà, je vais peut-être mettre cette plaque pour remettre les choses en place, et puis concernant Baudelaire sur sa tombe. Et avec, ce serait encore mieux d'y ajouter votre livre. Oui, mais ceci dit, c'est rigolo parce que c'est marrant ce que vous dites parce que quand j'avais écrit Au Verlaine, après le livre, je suis allé au cimetière des Batignolles où il y a la tombe de Verlaine, une tombe haute comme ça, et il y a écrit Verlaine. Et moi, je voulais, et je ne l'ai évidemment pas fait, mais acheter une bombe et mettre Au Verlaine et en dessous, entre parenthèses, édition Julliard. Le mec qui en profite pour se faire sa pub quoi, sur la tombe. Et tout comme après, parce que moi je fréquente beaucoup les cimetières, après donc le cimetière de Batignolles pour Au Verlaine, je suis allé au Père-Lachaise où sont enterrés Héloïse et Abélard. Et on sait qu'avec Héloïse et Abélard, il y a eu une histoire de carottes qui servaient à des séances de sodomie. Et je m'étais dit, tiens, j'achèterais bien une botte de carottes pour leur mettre sur leur tombe commune. Et puis maintenant, pour Baudelaire, c'est mettre l'épitaphe. Enfin, je fais le tour des cimetières de livre en livre. Merci, Jean. Isabelle ? Bonsoir. Alors, du coup, c'est vrai que vous répondez à pas mal de questions au fur et à mesure, donc ça nous coupe un petit peu. Mais pour moi, c'est pas choquant que vous soyez attaqué à un personnage si abject, si on peut dire. Vos livres, Villon, par exemple, n'était pas spécialement sympathique non plus. Et, il était immonde, oui. Mais Villon, il a quand même livré sa chérie, sa femme, ouais, à 40 coquillards. À 40 coquillards pour qu'il la viole. N'importe quelle femme qui se fait violer par un crétin, ça suffit pour que ça soit une horreur totale. Mais livrer ça. Sa pure, en plus, elle était. Mais oui, livrer sa femme à 40 coquillards, mais c'est monstrueux. Ce livre m'a beaucoup marqué. Hein. Moi, il m'a traumatisé, ce livre. Et du coup, j'aime bien ça. Moi, je trouve que les livres, il faut que ça fasse quelque chose, un livre. Il faut que ça Darling est traumatisé aussi. Bien sûr. Et du coup, c'est pas si étonnant que ça. Et du coup, alors ma question, c'est, vous disiez, vous passez un peu de temps avec vos personnages quand vous écrivez le livre. Est-ce que vous avez des moments de doute, de colère, de rejet vis-à-vis de ces gens qui sont parfois assez détestables, voire complètement? Ah oui, quand j'écrivais cette scène dont vous parlez dans Geoffroy Villon, évidemment, je me disais, oh la vache, ça, quand même, il y a l'effort, lui. Et Baudelaire, il y a aussi des trucs comme ça. Quand à un moment, il y a une scène où il étrangle Jeanne Duval en lui disant branle-moi pendant que je t'étrangle, et qu'elle le fait, qu'elle a failli en mourir. Enfin, je me dis, c'est vraiment un frappé, ce mec. Mais bien sûr, et ces quatre poètes, Rimbaud, Verlaine, Villon, Baudelaire, sont des personnages infréquentables. Mais des poètes incroyables. C'est ça le paradoxe. Mais en même temps, je me dis, on ne peut pas tout leur demander à ces mecs-là. On ne peut pas leur demander d'avoir autant de talent et en même temps de bien faire la vaisselle, d'être poli avec la dame et tout. Il y a un moment, on ne peut pas tout leur demander. Mais je trouve qu'ils ont chargé la mule. Ouais. Ah ouais, oh là là. Et puis, ils ont tous des rapports très bizarres avec leur mère. Les rapports entre Verlaine et sa mère, ça a été très, très rock'n'roll.
Rimbaud et sa mère, ça a été pareil. D'ailleurs, Rimbaud appelait sa mère la bouche d'ombre. Et la mère, elle était timbrée aussi de Rimbaud quand même. La veille de l'enterrement de Rimbaud, ou alors que la tombe était creusée, elle a passé la nuit couchée sur le dos au fond du trou pour savoir comment serait son fils le lendemain. Quant à Villon, il a sans doute bouffé sa mère en pâté. Donc, c'est vraiment détimbré. Et les rapports de Baudelaire et sa mère, ça a été terrible aussi. Ouais. C'est toujours la mère, c'est bizarre, c'est pas le père pour ces quatre types-là. Karine? Oui, bonjour Jean Tellet. Bonjour. Justement, je vais rebondir. J'avais une question un petit peu au départ et on a commencé. Et j'allais rebondir sur le rapport de Baudelaire avec les femmes. On sent bien en lisant le livre qu'il a une tendance à aimer, à faire de son monde quelque chose d'aussi moche que ce qu'il est. Et ça serait intéressant que vous en parliez. Et à savoir que malgré tout ça, on finit par l'aimer, ce gars. Ce salopard oui. Génial. Mais oui, voilà, mais oui, si c'est ça le paradoxe. Un peu de ça. Mais oui, Baudelaire et sa mère, tout est là. C'était un enfant à 5 ans qui était d'une hyper sensitivité, mais poussé à l'extrême, et il aimait sa mère, mais d'un amour de dingue. Et d'ailleurs, toute sa vie, il a dit de sa mère qu'elle a été son premier et son dernier amour. Il aimait tellement sa mère que tout le monde trouvait que c'était quand même poussé jusqu'à la bizarrerie et que c'était pas tout à fait normal, c'était comme un cas pathologique. Et il a vraiment raconté, et je me dis ça dans le livre, et c'est pas moi qui l'invente, que dès que sa mère n'était pas là, quand il était tout petit, il était en manque d'elle, comme un drogué est en manque de sa came. Et que dès qu'elle sortait, lui allait dans la lingerie, ouvrir le panier en osier où il y avait le linge sale de sa mère et plonger sa figure pour respirer le linge sale de sa mère, comme une drogue. Et les culottes sales de sa mère et tout. Enfin bon, quand même, il y a de quoi consulter. Et puis, ce qui fait qu'ensuite, quand son père à Baudelaire est mort, le père avait 34 ans de plus que la mère. C'était un ancien curé des Froquiers qui ensuite s'est mis à faire des affaires et puis il est mort quand Baudelaire avait 5 ans. Et Baudelaire, en fait, était très content que son père soit mort. Pas parce qu'il avait été désagréable avec lui, parce que le père avait toujours été normal avec lui, mais parce qu'il disait, enfin, j'ai ma mère pour moi tout seul. Mais 19 mois plus tard, ce qui n'est pas long, 19 mois plus tard, elle s'est remariée avec un commandant, Jacques Opic, et ça, pour Baudelaire, ça a été la catastrophe totale. Mais même la catastrophe de sa vie. Et là, il a fait un truc formidable. Symboliquement, c'est très, très fort, alors qu'il avait 6 ans. C'est que pendant le soir du mariage, pendant le buffet dînatoire de la maison où ils habitaient, rue Hautefeuille, lui est monté dans la chambre qui allait devenir la chambre conjugale, puisque c'était la chambre de ses nouveaux parents, et il l'a fermée à clé, il a piqué la clé et il l'a jetée dans le puits du jardin. Ça, c'est une façon très claire de dire les choses et tout. Et il a souvent dit, Baudelaire, que le remariage de sa mère avait été sa blessure fondamentale. Et que du jour au lendemain, pour lui, toutes les femmes étaient des putes et des salopes. Et que, par exemple, il disait, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et il a été comme ça après avec toutes les femmes. Et ce qui fait que
ses rapports avec les femmes, c'était des rapports de pervers, de sadiques, de masochistes. Il était cruel et, et il adorait faire mal. Et il disait la jouissance gît dans la certitude de faire le mal. Et donc, ça en a fait un mec. Un drôle de mec. Et je crois que c'est Jeanne Duval qui disait de lui, avoir des rapports intimes avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et il se régalait de ça. Voilà, c'était son truc. Morgane? Oui, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean Dolé, bonsoir à tous. Moi, j'avais une question sur justement le rapport de Baudelaire à l'image, parce que, comme vous l'avez dit, il se détestait, mais pourtant dans le livre, on voit qu'il est sans arrêt en train de s'observer, de s'admirer dans le miroir, à s'habiller avec des tenues improbables. Raison. Donc, comment vous pouvez analyser ça? Mais lui, il l'a expliqué. Il voulait être un dandy. Et donc, tous ses habits, il en prenait hyper soin. Il fallait que ça soit fait sur mesure et tout. Il avait inventé des paltos, ce qu'il appelait des paltos-sacs, très serrés à la taille, très évasés aux épaules. Et ce qui fait que les gens disaient que quand on le voyait arriver de loin, son buste ressemblait à un pot de fleurs, quoi, dont son cou et la tête auraient été la fleur. Et il disait qu'un dandy doit vivre comme s'il devrait vivre en fait tout le temps devant un miroir. Et lui, il disait qu'il voulait se présenter face aux autres comme ça. On sait aussi qu'il passait son temps à prendre soin de ses mains, que les ongles étaient toujours écurés. Il faisait très très attention à tout ça. Et il a expliqué en disant que il voulait faire oublier aux autres qu'en fait, il était constitué de muscles, de tissus, d'écoulements liquides, de sécrétions physiologiques qui voulaient n'être qu'une apparence. Et pareil pour les femmes. Il détestait les femmes naturelles. Il disait une femme naturelle est abominable. Il n'aimait que les femmes très maquillées, les sourcils, les cils, le rouge à lèvres, avec des perruques et des trucs comme ça. Il voulait qu'il y ait le moins de choses naturelles chez une femme. Et quand il a vécu avec Jeanne Duval, et à l'époque où il était encore riche, il n'avait pas encore dilapidé son héritage et tout, et il l'aimait bien, il aimait les femmes différentes. Et là, elle était métisse ou noire, personne n'arrive à vraiment savoir, mais sans doute métisse. Lui mesurait 1,65 m, elle mesurait 1,84 m. À une époque où en France, il y avait encore l'esclavage. Et il aimait exhiber cette Jeanne Duval et qui couvrait de bijoux. Il lui achetait des bijoux avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et tout. Et il aimait l'emmener, par exemple, à la Tour d'Argent, qui était un restaurant très, très chic et tout. Par provocation, il arrivait, les gens disaient, il arrive avec sa négresse et tout, et comme ça, et qui devait ressembler à une drag queen et tout. Et il aimait que les femmes comme ça, très, très, très en apparence. Et il aimait aussi les femmes laides. Il aimait principalement les femmes laides et les maigres. Il disait une phrase qui est vraiment étonnante, et c'est comme si ça disait quelque chose. Il disait les femmes maigres sont plus nues que les autres. Il me semble que la maigreur est plus indécente. Sa première histoire, je ne sais pas si on peut appeler ça une histoire d'amour, c'était avec une petite juive prostituée
qu'il avait acheté à un couple de proxénètes et en disant je veux celle-là, celle qui est horrible, immonde et qui ferait rougir sa famille. Et on l'appelait Sarah la Louchette. C'était donc une petite juive qui louchait. Et il disait, à propos de sa maigreur, elle est comme une ficelle avec des nœuds. Ça, c'est quand même une image forte. C'est bien des images à la Baudelaire, ça. Et il y a un de ses poèmes dont le premier vers est une nuit que j'étais près d'une affreuse juive, voilà, et c'est elle qui l'a dépucelé et qui lui a collé une blénorragie. Voilà. Et la deuxième, Jeanne Duval, ceci dit, lui a collé la syphilis, un bon départ dans la vie amoureuse. Alors déjà que lui avait d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes, ça ne l'a pas soigné. Et paradoxalement, et je raconte ça dans le livre, il y a une autre femme qui a été très importante dans la vie de Baudelaire, c'est Apollonie Sabatier, qui avait la réputation d'être la plus belle femme de Paris. Et tous les dimanches, elle faisait des réunions chez elle où arrivaient tous les plus grands artistes de l'époque. C'est quand même, et c'était un buffet où il y avait à boire et tout, et les artistes se parlaient. Et les artistes en question, c'était Courbet, Manet, Delacroix, Berlioz, Flaubert, Dumas, enfin les cocktails que ça devait faire, Musset, Nerval, et donc Baudelaire, Théophile Gautier, Gustave Doré. Ça, qu'est-ce que j'aurais aimé être là, moi, chez les dimanches de Madame Sabatier. Vous êtes là comme ça en train de trinquer avec ces mecs-là, en train de les écouter et tout. Ça a dû être complètement fou. En tout cas, tous ces gens-là, et tous ces artistes-là étaient tous amoureux de Madame Sabatier, la plus belle femme de Paris. Et en fait, c'est avec Baudelaire qu'elle a eu une histoire. Et ça s'est très mal passé. Et il lui a appelé ça le fiasco. Et dès le lendemain, il lui a écrit une lettre de rupture où il lui dit un truc du genre « Je vous prenais pour une déesse et en fait, vous n'êtes qu'une femme ». Ce qui est d'une muflerie quand même. On peut difficilement être plus mal poli, plus injurieux. Et elle s'en est jamais remis, cette Madame Sabatier, de cette histoire, parce que en fait, elle aimait beaucoup Baudelaire. Et lui avait écrit il lui envoyait des poèmes anonymes et qu'il écrivait en plus de la main gauche pour qu'elle n'ait aucune chance de savoir d'où venaient ces poèmes. Et des poèmes qui étaient d'une crapulerie incroyable, dont un qui s'appelle « À celle qui est trop gaie ». Et je ne vais pas savoir dire tout à fait le poème, mais le poème démarre bien. Et oui, parce que cette Madame Sabatier, elle était toujours joyeuse avec tout le monde, gentille avec tout le monde. Et Baudelaire, ça le gonflait, qu'elle soit une femme toute heureuse avec tout le monde. Et il a donc écrit un poème à celle qui est trop gaie. Le poème démarre plutôt pas mal. Et à un moment, il dit un truc du genre « Je voudrais ramper vers toi comme un lâche et tout, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et dans ses lèvres nouvelles, je sais pas quoi, t'infuser mon venin, ma sœur. » C'est-à-dire qu'il dit en fait qu'il veut l'éventrer et éjaculer dans sa plaie et son sperme et puis sa syphilis. Pour ça, ça n'allait pas bien, Baudelaire. Est-ce que, Jean, si vous deviez vous vivre à une autre époque, ce serait celle-ci? Non, moi j'aime bien l'époque actuelle. Non, je ne suis pas sûr que c'était mieux à l'époque. Non. Non, puis c'était sous Napoléon III, je crois que ça ne m'aurait pas bien été. Mais non. Je crois pas qu'il y ait une autre époque mieux que celle-là. Et c'est pas que celle-là soit mieux que les autres, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'époque bien, de toute façon. C'est l'histoire de l'humanité, ça a toujours été
des catastrophes. Mais non, moi, ça me va très bien, là. Non, parce que vous écrivez justement sur beaucoup sur cette période. Alors, je me demandais justement si vous aviez une sorte de Oui, mais fascination pas pour seulement. cette époque. Par exemple, quand j'ai écrit comme une respiration, c'était des nouvelles actuelles et tout. Darling, c'était un roman contemporain. Garalou, le précédent, c'était même un truc futuriste. Le magasin des suicides, c'était un truc futuriste. Euh, Bon, j'aime bien passer d'une époque à l'autre, et c'est ça l'avantage d'être écrivain, parce que moi, quand j'écris un livre, j'y crois à ce que j'écris, et je vis dans le monde en question. Et ce qui fait que moi, ça me permet de vivre au Moyen-Âge avec Héloïse et Abélard, en tel siècle avec Villon, tel autre avec Baudelaire et tout, ou au XVIIe avec Louis XIV et le Montespan. Enfin, ou bien en l'an 3000, c'est génial une vie d'écrivain un peu comme ça. Je veux bien vous croire. Claire? Bonjour. Moi, Bonjour. j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le rapport de Baudelaire à l'écriture, en fait. Parce que vu le personnage, j'ai un peu du mal à imaginer l'auteur, en fait, alors que je le connais bien sûr. Donc voilà un petit peu son rapport à l'écriture, vu comment vous avez vu ça, quoi, en fait. Il était très, très, très précis. Le moindre détail dans ses poèmes était pensé et tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait une vie complètement dévergondée et tout, mais dans l'écriture, mais c'est d'une précision, c'est d'une science musicale et tout. C'est incroyable à quel point c'est précis. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes parce que quand il a écrit ses poèmes donc pour les Fleurs du Mal, il a fallu envoyer les manuscrits à l'atelier de composition qui était à Alençon, là où il y avait l'imprimerie de Poulet-Malassis et de son beau-frère Debroise. Et là, il y avait des compositeurs, on appelait ça comme ça à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas comme maintenant, pour faire des livres, il y avait des lamelles sur lesquelles, sur la tranche, il y avait la lettre en relief, les signes de ponctuation comme ça, et puis il fallait composer les pages. Et à chaque fois, depuis Alençon, les pages revenaient vers Baudelaire, qui devait les corriger s'il voyait une erreur, et il notait l'erreur dans la marge, comme tous les écrivains, et puis ça repartait, et puis les compositeurs rectifiaient, et puis c'était réglé. Mais avec Baudelaire, où rien n'était simple, des fois, il renvoyait 27 fois la page avec des corrections. Les deux correcteurs, dont on connaît les prénoms d'ailleurs, Lucienne et Denis, mais on devenait dingue. Et dans les marches, il les engueulait. Il les engueulait, il les menaçait. Ils sont tombés en dépression au bout d'un moment. Il refusait de travailler sur les Fleurs du Mal plus de 2 heures par jour. Ils se retrouvaient en larmes, les deux, et personne dans l'imprimerie de Poulet-Malassis ne voulait les remplacer en disant non, on ne travaille pas sur le livre du dingue. Mais il pouvait être pénible. Par exemple, à un moment, son éditeur lui dit bon, alors là, sur cette page, il y a encore un problème. Alors, c'est quoi cette histoire de petit F qui vous embête? Et Baudelaire dit ce F est trop penché. Poulet-Malassis, il dit c'est normal qu'il soit penché. C'est un F italique. Il dit oui, mais il est un peu trop penché. Et bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le redresser un petit peu. Alors, Poulet-Malassis demande à son beau-frère, mais c'est possible ça de redresser net? Il dit peut-être qu'en limant un peu sur le bord, en mettant une petite cale et tout. Et tout était comme ça, tout était comme ça. Et ce qui fait que ce qui a été absolument atroce pour Baudelaire, c'est que quand il y a eu 6 poèmes qui ont été interdits, condamnés par la justice, interdits. Donc il fallait les retirer.
des recueils des fleurs du mal. Mais le problème, c'est que les poèmes, ils ne se suivaient pas. Ils étaient éparpillés dans le livre. Ce qui fait que quand on arrachait une page, quand on découpait une page qui était interdite, il y avait la page où il y avait le début ou la fin de poème, mais de l'autre côté de la feuille de papier, il y avait la fin du poème précédent ou bien le début du poème suivant, et que du coup son livre s'est trouvé défiguré. Et lui qui prenait un tel soin sur son livre, là ça a été comme une décapitation. Surtout quand d'ailleurs du jour au lendemain, Baudelaire après ça, quand il a assisté au massacre physique de son livre, s'est fait raser le crâne, couper le col de chemise pour avoir et puis se promener avec un bout de tissu qu'il mettait à sa boutonnière pour faire comme un crêpe de deuil, et il se baladait dans Paris comme un condamné à mort qui va à l'échafaud, et il disait: je porte le deuil de mes fleurs du mal que j'ai vues décapitées. Voilà. Jean, est-ce qu'on peut peut-être lire un extrait, lire le premier passage? D'accord. Super. Alors, j'espère que je ne vais pas bafouiller. Donc, c'est le tout début du livre. Crénon. Au sortir du portail baroque de l'église Saint-Loup de Namur, un homme qui aura bientôt 46 ans loupe une marche et tombe sur le front, à même le parvis, en jurant. Des deux qui l'accompagnent, le plus jeune, fringant trentenaire rigolard et bariolé, à l'accent wallon très prononcé, fait mine d'être offusqué par ce qu'il vient d'entendre. Même en utilisant sa forme contractée, on ne sort pas d'une église en s'écriant au sacré nom de Dieu. Ça n'est pas possible, ça, sais-tu, monsieur. Le Seigneur vous aura puni. Le second ami, corpulent personnage autrement raisonnable, déjà accroupi près du corps à plat ventre, le retourne sur le dos en lui disant dans un français plus conventionnel: eh bien, dites donc, quelle chute, hein? Crénon paraît ne pas en revenir, l'accidenté, aux airs devenus complètement ahuris. Il est sonné. Félicien, prenons-le chacun sous une aisselle pour le remettre sur pied. Le jeune Belge farfelu le hisse du côté droit pendant que l'autre, qui parvient à le maintenir bien en appui sur la jambe gauche, s'en trouve soulagé. « Ça va? On peut vous lâcher ?» demande-t-il en écartant un peu ses paumes. Mais la victime, répétant « Crénon », bascule vers Félicien qui s'en amuse. « Vous choisissez de plonger dans mes bras plutôt qu'entre ceux d'Auguste. Merci, cela me met en bonne gaieté. Mais redressez-le, bon sang Félicien. Soyez sérieux, s'agace Auguste. J'essaye, mais il s'écroule par là. Regardez ce bras qui semble n'avoir plus d'énergie comme il balance. Et en dessous cette jambe, si je l'attrape par le pantalon, elle ondule telle de la guimauve. On dirait qu'il est devenu, de ce côté-ci, une poupée de chiffon. Bordel de Dieu, commente Auguste. Ah ben dites donc, ça jure les Français, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Me reconnaissez-vous, savez-vous qui je suis? Demande le plus âgé des amis à l'acrobate maladroit qui s'est étalé sur le parvis. Celui-ci le regarde comme s'il venait de le découvrir, très étonné. Crénon. Et bon, alors, il donne aussi des signes de troubles mentaux. Il faut le ramener à Bruxelles. Et si vous voulez que je continue la suite de ce chapitre? Jean, je pourrais vous écouter toute la journée, alors c'est sans aucun problème. Je vais faire, parce que ça c'était la première moitié, puis après ça continue. Donc, dans le gros bâtiment particulièrement sévère de l'Institut Couvent Saint-Jean et Sainte-Élisabeth, situé près du Jardin botanique de Bruxelles, une petite dame sautillante de 72 ans est très en colère et ne se gêne pas pour le dire aux religieuses qui l'entourent, tout en suivant la mère supérieure au travers du corridor. Moi, c'est de vous dont je ne suis pas satisfaite, mes sœurs. Je m'insurge contre la rudesse de votre comportement envers lui. Je le croyais sous la protection de 12 colombes, comme je me figure que doivent toujours être les religieuses, alors que, depuis son arrivée fin mars,
Avant les repas, il ne fait pas le signe de croix, s'indigne la supérieure, commençant à gravir vigoureusement les marches d'un escalier à la rampe ouvragée. Il est handicapé, lui rappelle la dame âgée qui escalade derrière. Seulement hémiplégique du côté droit, précise l'autre déjà au palier. Il pourrait remuer sa main gauche. Alors que, poursuit une des sœurs qui arrive également tout en haut, lorsqu'on insiste, il tourne la tête. Et si on l'en tourmente davantage, il fait semblant de s'endormir. Le premier étage s'ouvre sur un long couloir bordé à droite par une série de fenêtres hautes et claires donnant sur une cour fleurie en ce mois de juin. Face aux ouvertures vitrées s'étalent des portes de chambre. Visage entouré d'une guimpe trop amidonnée, une qui ne l'avait pas encore ramenée, aborde, excédé, un autre sujet aux oreilles de la petite dame à la chevelure frisotée et blanche parsemée de reflets bleus. Dans les établissements religieux, on exige que les malades récitent des prières à haute voix, mais lui ne les dit pas. Il est devenu pratiquement muet. Tout le monde part au train vers le fond du couloir. Les lumières de ce début d'été alternent avec les taches d'ombre sur ces corps féminins qui filent. « Muet !» s'exclame la mère supérieure. « Ah, si vous entendiez ce qu'il répète continuellement en reluquant une certaine partie de l'œuvre d'art dont nous sommes le plus fiers dans cet établissement. Venez vérifier vous-même. » Elles s'arrêtent toutes devant la double porte ouverte d'une grande salle commune lambrissée de chênes et au plafond ornementé. « Vous le trouverez là-bas, allez-y toute seule, nous on ne s'approche plus de lui. » La petite dame usée, quoique encore dynamique, elle y va vers ce quadragénaire qu'elle repère de dos, écroulé dans son fauteuil roulant en bois et osier face à un grand tableau fixé au mur. On dirait que le quasi-grabataire s'exprime. Alors qu'elle s'approche de ses épaules, elle l'entend dire et redire une ribambelle de « crénom » absolument excitée. Elle lève les yeux vers ce qui omnubile tant l'affalée. C'est une Vierge à l'enfant, peinte vaguement façon Renaissance. Au premier plan et de 3/4 d'eau, une jeune moyenne orientale blondinette, entre parenthèses, ah bon, tout à fait avenante, est représentée tendant les bras vers un mioche dans la paille qui fait face au spectateur. Mais le tordu débraillé ne fixe son regard que sur le cul de la Marie, mis très en évidence par un souffle de vent pénétrant dans les tables et plaquant la robe translucide de soie rose chair, bordée de broderies noires contre les fesses joliment arrondies de la mère, entre parenthèses vierge, du Fils de Dieu. Crénom, crénom. On sent bien que si le pervers pouvait articuler 2 autres syllabes, il s'écrirait plutôt « Quel cul, quel cul !» La petite frisotée, sans doute elle-même tous les dimanches à l'église, comprend maintenant la panique des sœurs hospitalières. Contournant le vicelard pour l'examiner de face, elle découvre son bras droit inerte qui pend contre sa poitrine, enfermé dans une ample vareuse sombre dont l'usure luit çà et là et que personne n'est venu boutonner. Il ne lui reste qu'un œil ouvert en cette tête qui retombe, trop lourde sur une épaule. La dame âgée dit « Bon, allez, laisse-moi te pousser, on s'en va. » Aucune sœur ne vient l'aider à descendre l'escalier, aucune sœur ne vient l'aider à descendre dans l'escalier, le fauteuil roulant qui fait des bonds à chaque marche, car les voilà toutes parties chercher de l'eau bénite en poussant des cris d'hystérie. Elles reviennent vers la salle commune pour s'y jeter à genoux, verser d'abondantes larmes et arroser d'eau consacrée les endroits occupés par le terrifiant malade, ceux où ses roues sont passées. La mère supérieure ordonne « Arrachez ses draps, sa paillasse et faites tout brûler ». Retenant comme elle peut le fauteuil penché grâce à une main agrippant la poignée fixée à l'arrière du dossier et l'autre cramponnée au col de la vareuse du très mal en point pour éviter qu'il ne bascule en avant, la petite vieille à la chevelure un peu azur croise un prêtre exorciste alerté. Un prêtre exorciste alerté. Lui non plus n'est d'aucune utilité et son
flottante au passage vient lui fouetter le visage comme si elle n'était déjà pas assez emmerdée comme ça. Exorcisamus te omnis immundis spiritus omnis. Mêlée au fracas cavaleur des gros souliers cloutés du chasseur de mauvais anges, elle entend aussi gueuler un rituel latin alors qu'elle atteint le corridor et que les autres sœurs à l'étage paraissent se sentir enfin délivrées, comme si Satan lui-même s'était retrouvé 3 mois pensionnaire dans leur maison de santé. Sur les graviers d'une allée de la cour intérieure menant à la sortie, l'aïeul essoufflé fait une pause pour s'éponger le front près d'un bosquet de roses parfumées. L'hémiplégique mutique, de sa main gauche, fait risette à une fleur en éclatant d'un rire de fou, puis ferme son œil valide et revoit le fil de sa vie. Sa vie, crée donc. Et à partir de là, le chapitre suivant, il a 5 ans et on déroule le fil de sa vie. Merci. Voilà. Ce qui est fou avec vous, c'est que quand on vous lit, en tout cas à chaque fois que je vous lis, je vous entends tout le temps. C'est-à-dire oui, que on votre me dit voix, ça, oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre votre voix sur votre livre, sur un livre audio? J'ai fait pour le précédent, pour Gare à loup, où il m'avait demandé de le lire et je l'ai fait. Et j'étais content de le faire une fois. Mais là, par exemple, pour Crénon Baudelaire, c'est Dominique Pinon qui le fait. Et là, il le fait très, très bien. Mais je l'ai fait une fois, comme ça, voilà. Pardon, je vous ai empêché de boire, Jean. Allez-y. Non. Allez-y. C'est bien. Et Ayat, c'est à toi. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais une question. Alors moi, j'adore vous écouter. Honnêtement, j'aurais adoré vous avoir comme prof de français ou d'histoire. Pardon, je fais une interruption. Avant, quand j'allais dans des écoles, maintenant j'ai plus le temps, mais ça, je trouvais ça très touchant dans les collèges ou les lycées. Les mots me venaient me dire, mais devant les profs. Ah monsieur, si c'était vous qui nous donniez des cours d'histoire, on aurait de meilleures notes. Je trouvais ça adorable. Mais je confirme, parce que je vous écoute vraiment la bouche ouverte. Moi, j'ai des souvenirs de Baudelaire, honnêtement, un peu chiants, de lycée, étudier l'Albatros, pas terrible. Donc, j'avais 2 questions. La première question, c'est parmi toutes les anecdotes que vous nous racontez de Baudelaire, laquelle vous a le plus surpris, choqué, déçu? Et deuxième question, quel est votre poème préféré de Baudelaire? Alors, dans le désordre, le poème qui représente le plus Baudelaire, je crois que c'est Une charogne. Quand même, le mec, il part à la campagne avec une fille, une femme, on ne sait pas, et puis total, il lui dit qu'elle va crever, qu'il y avait un tas de vermisseaux, de machin. Et ce poème est génial. Et autrement, ce que je trouve évidemment le plus choquant qu'il ait voulu faire, Baudelaire, c'est que c'est quand même un mec qui a demandé à son éditeur, pas demandé, qui réclamait à son éditeur, à Poulet-Malassis, que les fleurs du mal soient reliées en peau de femme. Quand même une idée à la con. Et alors il s'interrogeait. Il disait, si on prend la peau du dos, c'est là qu'elle est la plus épaisse. Donc peut-être que pour faire une couverture, ce serait mieux. En même temps, quoique la peau risque d'être trop fine, peut-être trop fine. Si on prend la peau des seins, ça serait joli, surtout si on fait tanner le mamelon et qu'on met ça au centre de la couverture comme un médaillon. Ça donnerait un certain cachet, un petit cachet supplémentaire au livre. Et son éditeur, entendant ça, était effaré. Et lui a dit une phrase formidable. Il a dit, « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus, et c'est la plupart du temps. » Et Baudelaire dit, « Oh là là, mais ne nous laissons pas ligoter par la tradition et tout. » Et il dit, « Mais de toute façon, puisque vous ne voulez pas, moi je sais que j'en ferai faire un quand même. Je me fais fort de trouver un petit interne de faculté de médecine à qui je demanderai de prélever la peau d'une macabée.
je lui demanderais plutôt que ce soit la peau d'une condamnée à mort. Et si ça pouvait être une infanticide, ce serait parfait. Et on ne sait pas s'il l'a fait. On ne sait pas. Mais connaissant Baudelaire, il pouvait tout faire. Mais en revanche, et en plus, il avait dit, et de toute façon, cet exemplaire, relié en peau de femme, je sais à qui je l'offrirai. Et tout le monde a pensé, évidemment, que ce serait à sa mère. Quand est sortie la première édition des Fleurs du Mal, on sait qu'il a voulu offrir un exemplaire des Fleurs du Mal à sa mère en lui disant « J'ai fait faire pour toi une couverture, je voulais pour toi une couverture spéciale et parce que je ne voulais pas que ce soit une couverture ordinaire pour toi. » Et sa mère a refusé le livre en disant « Je ne veux pas un livre qui a été condamné par la justice et dont l'auteur a été poursuivi. » Et donc, on en est là. Alors, moi, je mets des doutes dans le roman, comme quoi il est bien possible qu'il ait fait cette connerie-là, mais on n'en sait rien. Mais ça montre quand même à quel point il pouvait être allumé, là. C'est difficile de faire pire. Hein. Jennifer ? Il faut juste activer ton micro. Voilà, c'est bon. Ah, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, moi, j'avais une question. Bon, déjà, je voulais dire, je me demandais si le fait de faire lire votre bouquin, ça allait faire aimer la littérature à mon fils. J'aurais bien aimé parce qu'il est au lycée, c'est difficile. Donc, je pense qu'avec vous, ce serait possible. Et ma question est la suivante. Quel est le prochain écrivain subversif à laquelle vous allez vous attaquer? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être Victor Hugo? Non, j'en sais surtout rien du tout. J'en sais rien. Puis j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Là, en ce moment, ça a été un gros boulot d'écrire Baudelaire. Là, maintenant, je suis dans la période où j'en parle. Et puis, et je ne sais pas du tout de quoi parlera le prochain roman. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr du tout non plus de refaire un livre sur un poète. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que Baudelaire, là c'est l'Everest dans le talent et dans la vie de frappadingue. Et on est fait 4, sauf que c'est bien. Il ne faut pas que ça devienne un métier, quoi. Et moi, j'aime bien me surprendre, essayer de surprendre les gens. Et j'imagine que je ne m'imagine pas en écrire la vie d'un autre poète. Dommage. Dommage, moi je l'aimais bien. Qui ça, Victor Hugo? Ah oui, vous aussi. Oui, bah, oui. Oui. Mais il y aurait eu Nerval aussi qui aurait été intéressant. Ouais. Il y aurait eu Aragon, qui lui aussi était un petit peu pourri et tout, et que j'ai croisé. Moi, j'ai eu la chance de croiser Aragon un jour, et je lui ai dit, monsieur, j'ai l'impression de croiser Verlaine. Et c'est vrai, et que c'est beau, Aragon. Mais bon, non, je crois que c'est bon. Voilà. Et puis on aime moi, c'est Jean Telet que j'aimerais bien rencontrer. Oh, vous êtes adorable. On l'a pour nous. Mais il est toujours vivant, par contre, hein, Jean Telet. Hein, merci beaucoup. Profitez-en, parce que c'est plus pour longtemps. Par les temps qui courent, en plus. On va toucher du bois, hein, s'il vous plaît. Pas d'incident en direct. Karine. Oui, avec la lecture du premier chapitre, on sent bien quand même que cette biographie, tout ce qu'elle a de romanesque. Et du coup, je voulais m'arrêter un peu sur le fil d'or qui tisse toute cette histoire, la poésie.
Et je voulais savoir si c'était l'écriture qui vous avait amené à la poésie, si la poésie vous avait amené à l'écriture, si c'était quelque chose que vous avez toujours eu. Est-ce que vous êtes un grand lecteur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours habité? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui est important dans votre vie? Et parce qu'effectivement, écrire sur des poètes, on se dit que derrière, il y a quand même quelque chose de foisonnant qui vous nourrit. Voilà, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre rapport à la poésie, si c'était possible. Eh ben, moi, quand j'étais adolescent, quand j'avais une quinzaine d'années, comme pas mal de copains, j'étais dans une école de dessin et tout, on était tous dingues des Fleurs du Mal. Je trouvais ça incroyable. Et puis de Rimbaud et de Verlaine. Et tout ça, moi, c'était grâce à un chanteur, Léo Ferré, qui avait fait à l'époque, c'était des 33 tours, un 33 tours où il y avait des chansons tirées des poèmes de Rimbaud, un autre de Verlaine, un autre de Baudelaire. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que chacun des 33 tours était illustré de la tête du poète en question. Alors Rimbaud, c'était l'adolescent magnifique qu'on aurait tous rêvé être aussi beau que lui et être aussi génial que lui. Tous, on aurait rêvé de ça. Verlaine, il avait une tête de mongol un peu assassin et tout, mais il avait quelque chose de marrant et tout, et j'aimais bien sa tête aussi. Et je me souviens que sur le 33 tours de Baudelaire, il y avait sa tête et que je détestais sa tête. Je le trouvais moche. Et les lèvres pincées comme ça, un air mauvais et tout. Et que j'avais retiré la pochette du disque et jeté. Parce que je ne voulais pas voir sa gueule, parce que je le trouvais vraiment trop moche. Et déjà, j'avais un blocage sur Baudelaire. Alors que là, le dessinateur, à partir de... Ça, c'est un dessin qu'il a fait à partir d'une photo. Et là, je le trouve hyper classe là-dessus, Baudelaire. C'est Maxime Reichmann qui a fait la couverture. Hein? Maxime Reichmann qui a fait la couverture, si je me trompe pas. Non, c'est un dessinateur qui s'appelle Dominique Gély. Maxime Reichmann a fait la mise en page et a mis le titre, le nom, comme ça. Mais c'est un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Dominique Gély, qui vient de faire d'ailleurs une bande dessinée tiré d'un de mes autres romans, Mangez-le si vous voulez. Et il a fait ça en bande dessinée. Et d'ailleurs, il est en ce moment déjà en train de travailler sur l'adaptation en bande dessinée de Crénon Baudelaire. Et il y a une autre BD qui sort notamment chez Futuropolis aussi, non? Oui, Fleur de tonnerre, Fleur de tonnerre. qui est sortie d'ailleurs chez Futuropolis. Et il va y en avoir aussi une chez Steinkiss, un Overland, justement, qui est vachement bien aussi. Et ça me plaît. Il paraît que je suis l'écrivain français le plus adapté en bande dessinée. Et moi qui étais dessinateur de BD, qui un jour ai décidé d'arrêter, revenir à la bande dessinée par des dessinateurs d'une génération d'avant moi qui se mettent là-dessus, je trouve que c'est formidable. Ça me plaît, j'adore ça. C'est une belle boucle, en effet. Oui. Stéphanie? Oui, bonsoir Jean et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Jean, j'ai quand même des choses à vous demander parce que j'ai lu votre roman, là, je l'ai fini cet après-midi. Et je connais bien Les Fleurs du Mal. Alors Baudelaire, évidemment, on connaît ses frasques et on sait que ce n'est pas un enfant de cœur. Mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu interpellée dans votre roman. J'aimerais bien avoir vos réponses. Parce que en fait, je me suis demandé quel était l'enjeu pour vous de raconter en fait cet envers du décor. Parce que moi, j'ai pas. Alors, Les Fleurs du Mal, pour moi, c'est un recueil absolument génial et sublime. Et bien sûr qu'il va puiser dans toute sa noirceur pour écrire des choses pareilles.
Mais là, vous avez superposé des images absolument affolantes d'un sadomasochiste et vous avez fait de Jeanne Duval, en fait, presque une drag queen. Et du coup, je me dis, alors évidemment, c'est toujours rigolo de voir ça parce que peut-être ça accroche certains lecteurs. Mais finalement, voilà, je me suis vraiment demandé ce que c'était pour vous, l'enjeu, en fait. Et est-ce qu'on est obligé de connaître les misères et les décadences des poètes pour apprécier leur œuvre? Est-ce que leur œuvre ne se suffit pas à elle-même, en fait? Voilà, quelle est votre position là-dessus? Mais vous avez sans doute raison. Et moi, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Léo Ferré. Quand j'étais ado, mais j'adorais ce chanteur. Et, et c'est un chanteur que j'ai dû voir une trentaine, quarantaine de fois quand j'étais jeune. Et je pouvais faire 200, 300 kilomètres en stop pour aller assister à ces concerts. Et puis, beaucoup plus tard, alors que je travaillais déjà à la télé, j'ai assisté à son dernier concert au théâtre des Jazets à Paris, à la Place de la République. Et, et quand je suis sorti de la salle, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit Ah, monsieur Thollet, je vous ai souvent entendu dire que vous adoriez Léo. Est-ce que vous voudriez le rencontrer dans sa loge? Je fais, rencontrer Léo Ferré? Oh, mais oui, bien sûr. Et j'y suis allé. Et au bout de 5 minutes, il m'a totalement déplu. Je l'ai trouvé cabot, prétentieux, désagréable et tout. Et je suis parti du théâtre des Jazets en me disant, et un truc que j'ai vérifié souvent, les artistes, en fait, il vaut mieux pas les connaître. Les artistes, le mieux qu'ils peuvent donner, c'est dans leur art. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas leur demander d'avoir autant de talent et puis d'être merveilleux dans tous les domaines. Et en disant ça, j'abonde dans votre sens. Et par exemple, un type comme Picasso, sa vie est horrible, parce que autour de Picasso, c'est que des morts, que des suicides et tout, sont des monstres et tout. Et donc voilà, mais en même temps, je trouve ça intéressant de raconter la vie de ce type-là. Mais je vous comprends. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à ce que disait lui-même Baudelaire. Il disait qu'il voulait pétrir la boue pour en extraire de l'or. Et tout dans sa vie est comme ça. S'il a eu ce comportement absolument immonde avec tout le monde, c'est aussi la clé de ces merveilles. Il voulait aller dans l'immonde, et plus il brassera de boue pour en sortir des pépites d'or, comme un orpailleur, quoi. Et je trouve que quand je lis des biographies classiques ou bien des livres scolaires où on parle de Baudelaire, que c'est très embêtant de dire Baudelaire était un petit peu farfelu, je lis ça, ou bien il avait des rapports difficiles avec les femmes, ses amours ont été tumultueux avec Jeanne Duval. C'est vraiment mou. Et lui était beaucoup plus terrible que ça. Donc voilà, mais en même temps, moi je comprends et j'entends ce que vous dites. Mais voilà. Parce qu'il y a quand même des scènes extrêmement violentes et qui Toutes vraies, hein. Alors, justement, comment vous avez pu savoir des choses comme ça? Les biographies et les témoignages, surtout, plus que les biographies, parce que les biographes font beaucoup de nettoyage. Tandis que les témoignages, les Nadar, Asselineau, Théophile Gautier,
champs fleuris, tout ça, racontait des anecdotes en disant, alors là, c'est comme un jour, il a fait ceci, il a fait cela et tout. Courbet a raconté qu'il voyait souvent... Courbet a eu son atelier qui était rue Hautefeuille, une petite rue de Paris, et c'est dans cette rue-là qu'est né, Baudelaire a vécu son enfance. Et Courbet raconte qu'il le voyait des fois. On sait que Baudelaire avait une passion incroyable pour les chats, mais il disait que la vue des chiens lui faisait mal. Et que Courbet raconte qu'il voyait souvent Baudelaire attraper des petits chiens en l'air et puis leur arracher les poils comme ça autour de la gueule et puis secouer les chiens en l'air comme ça en hurlant et que les gens disaient il est toc toc et c'est en ramassant tout ça quoi mais voilà mais il n'y a pas un truc d'inventé. Tout est mis en roman, c'est un roman, c'est pas une biographie. Mais il n'y a pas un truc à inventer. Mais on peut préférer ne rien savoir, quoi, bien sûr. D'ailleurs, je crois que c'est le premier livre où c'est autant balancé. Et ça fait partie de Baudelaire. Baudelaire, il voulait ça. C'est l'horreur et la beauté. Voilà. Je veux pétrir de la boue pour en extraire de l'or. Et pétrir de la boue, c'est la boue de sa vie pour en extraire de l'or. Et l'or, sont les fleurs du mal. Mais je vais souvent entendre ce que vous dites, hein, bien sûr. Et puis tout le monde a bien le droit de penser ce qu'il veut, évidemment et heureusement. Moi, je me dis, j'ai fait un livre radical. Je comprends qu'il va sûrement y avoir des réactions radicalement opposées à ça. Et alors, c'est bien normal. Non, mais moi, je ne suis pas entièrement opposée à ce que vous avez écrit. Vous avez tout à fait le droit d'avoir écrit ce que vous avez écrit, mais c'est juste que je me demande, en fait, quelle est votre position sur la question de la vie d'un auteur, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment important de connaître la vie d'un auteur pour comprendre son œuvre? En quoi ça éclaire vraiment son œuvre? Voilà, après, il y a des anecdotes qui sont intéressantes. J'ai beaucoup aimé, par exemple, quand vous racontez aussi son rapport avec les éditeurs. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément qui sont intéressantes. Mais j'ai trouvé que vous alliez quand même très loin dans la violence sexuelle, notamment, sans vouloir être prude. C'est pas moi qui vais très loin dans la violence sexuelle, c'est lui. Hein. Bien sûr. Et lui, son slogan, c'était « droit au pire ». C'est quand même fort, ça. Oui. Droit au pire. C'est pas droit au but, c'est droit au pire. Oh, droit au pire, alors c'est comme s'il m'ouvrait les portes et qu'il me dit « tu peux y aller, droit au pire ». Oh, très bien, je vais aller droit au pire. Et la violence sexuelle, moi, j'y suis absolument pour rien. Moi, et c'est lui qui était comme ça, qui faisait ces trucs de dingue avec les femmes. Voilà. Tout comme on sait qu'à un moment, il y a une scène dans un bordel qui s'appelait « À la feuille de rose » et où on sait qu'il a massacré une prostituée qu'on appelait Maria l'Anglaise, mais il l'a laissée en lambeaux. Et on sait que... et moi, j'ai mis une seule scène dans les bordels parce qu'il y allait beaucoup et que dans plein de bordels où il allait, il y avait plein de prostituées qui disaient « Ah non, mais... » Avec lui, moi, j'y vais pas, hein, il disait au patron du bordel. Il disait non, lui c'est un vrai dingue. Rappelle-toi, la dernière fois, Simone de Denise a fini à l'hôpital et tout. Je me dis, voilà, on peut raconter ça. Et puis, on peut ne pas avoir envie de le lire. Et c'est bien normal,
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est le contraire, c'est que personne n'ait raconté ça de façon aussi cash. Parce que lui, il était cash. Alors, je me dis, bon, on peut y aller. Mais Entièrement d'accord avec vous, Jean. Je suis team Jean Telet pour cette fois. Ouais. Ah, mais je comprends tout à fait ce que vient de dire la dame. Et je pense que les génies ne doivent pas être forcément tous sur un piédestal et qu'à un moment donné, il faut aussi rebattre un peu certaines cartes, et notamment sur Charles Baudelaire, qui est, à mon sens, un peu trop génial pour beaucoup. Oui, mais de Baudelaire, moi je dis, il est illustre et inconnu. Il est illustre, tout le monde a entendu parler de Baudelaire, beaucoup de gens ont entendu au moins quelques poèmes ou lu Les Fleurs du Mal. Mais en fait, personne, peu de gens savaient beaucoup de choses sur sa vie. Et je me suis dit, je vais le faire. Rita, c'est à toi. Oui. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, rien qu'en vous écoutant, effectivement, Jean parlait de Baudelaire, on se retrouve partager finalement ce sentiment pour passer du Baudelaire, personnage mythique, fascinant, au personnage détestable, mais tout de même attachant. Mais ceci dit, on garde quand même notre grande fascination pour les fleurs du mal. Vous dites que vous en êtes dingue aussi. Enfin, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Ma question est composée en plusieurs parties. Comment expliquez-vous cette fascination qu'on partage tous? Et puis après, si je ne me trompe pas, vous avez évoqué Une Charonne, un poème qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et aussi nous lister quelques poèmes qui vous ont aussi marqué? Et enfin, ma dernière partie de la question, le fait d'avoir étudié de près, voire de très près la vie de ce poète, est-ce que ça a changé, est-ce que ça vous a fait redécouvrir les poèmes autrement? Est-ce que ça a changé votre vision des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, en tout cas, le avant et le après? Oui, maintenant je connais mieux son œuvre finalement parce que j'ai appris dans quelles conditions des choses avaient été écrites. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Madame Sébatier et je connaissais le poème À celle qui est trop gaie, mais je ne savais pas d'où venait, comment lui a été venue l'idée, pour quelle raison. Même l'Albatros, je ne savais pas dans quelles conditions ça avait été écrit. Et donc maintenant, et c'est pour ça que dans ce livre, moi, j'avais envie de raconter toutes les frasques de Baudelaire et puis, de temps en temps, de passer un poème. Qu'on se dise, ah mais c'est pas possible, et il est odieux, il est infect, et à un moment, bam, et qu'on se dise, waouh, mais en fait, il écrivait ça. Et après, on retourne dans le bazar et tout. Et quant à des poèmes que j'aime bien de Baudelaire, il y en a plein. Il y a L'Horloge, ça c'est 3650 fois par heure, souviens-toi, et qui se termine par meurs, vieux lâche et tout. Et il y a Le vin de l'assassin. Par exemple, ça c'est quand même un drôle de poème, Le vin de l'assassin, parce que ça raconte l'histoire d'un féminicide. Ça démarre du genre ma femme est morte, je suis libre. Je puis enfin boire. Ma femme est morte, je puis boire tout mon sou. Je suis libre. Je puis enfin boire tout mon soul. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Et quelques vers plus loin, il dit je l'ai jeté dans un puits, j'ai mis la margelle dessus et des pavés. Je l'oublierai si je le puis et tout. Et à la fin, il dit, d'après avoir bousillé sa femme et tout, je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table et tout. Donc c'est un poème très très beau, très bien écrit, mais ça raconte un féminicide. Moi, je dis souvent que Baudelaire, il vivrait maintenant, mais il serait en prison. Si un chanteur chantait une chanson comme ça en disant « j'ai bousillé ma femme », le
mec, c'est soit l'hôpital psychiatrique, soit la prison. Et puis, il y a des poèmes très beaux, comme À une passante et tout, qui s'est mis par je ne sais où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savait, des trucs comme ça. Il alterne, enfin, il y a plein de poèmes tellement beaux, dans Baudelaire, et pas que les plus cash, les plus durs. Mais en même temps, Les Fleurs du Mal, la première édition, c'était 100 poèmes. Hein. Et sur 100 poèmes, il y en a eu 13 attaqués en justice. Et dont un qui s'appelle Le Reniement de Saint-Pierre, et qui démarre comme ça. Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Le mec, à l'époque de Napoléon III, il décrit Dieu comme un tyran gorgé de viande et de vin. Ben, disons, ça a dégagé. Et à la fin du poème, il dit Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension, il a bien fait. Et boum. Et c'est ultra cash, Baudelaire. Alors, Jean, avant de poser la dernière question de Sandra, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, on va la faire maintenant. Je vais faire une photo de groupe. Parfait, préparez-vous. Ceux qui ont les livres, c'est encore mieux. Pardon, si quoi? Non, ceux qui ont les livres, ils vont les montrer, c'est tout. C'est bon. 3, 2, 1. Parfait, super. Merci, Jean. Sandra, dernière question donc. Oui, Jean, je voulais revenir sur l'écriture même de votre roman. À l'intérieur même, on découvre des textes de Baudelaire qui sont cités explicitement, visiblement. Maintenant, à l'intérieur même de la narration ou dans les paroles de Baudelaire, on retrouve aussi en filigrane certains vers de Baudelaire. J'aurais voulu savoir en fait comment vous travaillez là-dessus. C'est une question vraiment de curiosité sur le travail d'écrivain. C'est-à-dire, est-ce que vous partez du vers et vous, excusez-moi le terme, vous brodez autour du vers, c'est pas très joli, broder, ou est-ce que c'est plutôt au fil de l'écriture que finalement vous réutilisez certains vers comme ça, il y a dans l'écriture, certains vers vous reviennent et vous les intégrez dans l'écriture? Je voulais que Baudelaire soit partout dans ce livre. Et donc, je voulais, par moments, qu'il y ait les poèmes en entier. À d'autres moments, mettre en italique soit un quatrain, soit même parfois juste un vers, comme ça, où on passe à la ligne et tout. Et je voulais aussi glisser des mots, des lambeaux de poésie de Baudelaire dans ce que je raconte moi, pour qu'il soit partout. Absolument partout, à 3 étages. Les poèmes en entier, des extraits délibérément mis en italique, ça fait extrait, et même dans mes phrases, lui, je ne sais pas, à un moment, il dit à sa mère un truc du genre, il veut dire qu'il ne fait pas beau, il dit le ciel bas et lourd pèse sur moi comme un couvercle, qui est. Et c'est pas mis en italique et tout, mais que ça soit dedans. Et encore là, c'est lui qui le dit. Mais même moi, dans mes descriptions, je voulais aussi qu'il y ait des parcelles de Baudelaire qui soient partout. Que dans ce livre, il y ait du Baudelaire à tous les étages. Merci Jean. Écoutez Jean, c'était un honneur et un plaisir de vous avoir. On a passé un excellent moment. Alors, tout simplement, un immense merci et merci à Mélanie également qui a pu rendre ça possible. Si Betty veut intervenir peut-être pour la fin. Je voulais juste vous remercier, c'était formidable. Ouais. Et, Mélanie était un peu plus loin, mais je vais peut-être aller la chercher. Et moi, je vous dis merci à tous et à toutes. C'était très agréable de parler avec vous tous. Merci Jean. Merci. Et je crois qu'on appelle Mélanie, là, qui va sans doute venir vous faire des adieux déchirants. C'est ça.
Et la voilà, masquée. Je n'ai pas encore vu son visage. Au revoir. Salut tout le monde, merci beaucoup. Au Merci revoir. Anthony, Mélanie, c'était top. merci à toi. pour tout. Merci à toi, Mélanie. Au revoir tout le monde. Salut, ciao, ciao. Au revoir.